Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. Aujourd'hui, on fait une série sur les programmes et j'accueille avec grand plaisir Lise Torres. Bonjour et merci de Bonjour m'avoir Lise. accueilli. Alors, c'est quoi le programme? Alors le programme, alors déjà je vais parler de la méthode, je vais la rappeler puisqu'on en a parlé la dernière fois, mais bon, tout le monde n'a peut-être pas vu le précédent épisode. Donc la méthode, c'est qu'on est allé à la rencontre pendant 2 ans des habitants pour essayer de comprendre ce qui faisait leur fierté de vivre à Lunel et quelles étaient les choses qui ne leur convenaient pas. On a récupéré tout ce qui avait été dit et proposé par les gens et en fait notre travail ça a été de classer tous ces thèmes et toutes ces propositions de façon à ce que ce soit entendable dans le récit des municipales et de façon à le porter sur la place publique et à porter la parole des citoyens pendant la période des municipales 2026. Donc, et voilà, et donc notre liste, elle s'est constituée sur cette base-là, c'est-à-dire des gens qui adhèrent à la méthode et aux propositions qui en résultent. Donc le programme, il s'est constitué donc, sur la base de ce qu'ont dit les gens, et ce qui ressortait, c'est que les gens sont très fiers d'habiter à Lunel parce que c'est une ville à taille humaine, parce qu'il y a un environnement qui est agréable, qui est naturel, qui est agricole, etc., avec des traditions locales qui plaisent à beaucoup et une multiculturalité qui plaît également à beaucoup de gens. Donc ça, c'était des choses qu'il faut préserver. Et parallèlement, évidemment, il y a des choses qui ne leur plaisent pas, qui sont la précarité, évidemment, le fait qu'il y a beaucoup de pauvreté, donc ça, il faut régler ce problème-là. Le taux de chômage, qui est très important. Dans certains quartiers, on a 30% de personnes qui sont au chômage, donc ça, c'est problématique. Et certains petits problèmes comme les problématiques des déchets ou les problématiques des circulations avec des gens qui se plaignent de la confrontation entre les pistes cyclables et les piétons, à juste titre. Et voilà, donc le programme s'est constitué là-dessus et le résultat, c'est qu'on l'a classé en 3 grandes catégories qui s'appellent préparer l'avenir, c'est-à-dire préparer la ville de telle sorte à ce qu'elle soit prête, non pas pour les élections municipales de la prochaine fois, mais sur du long terme, pour 20, 30 ans, pour que les gens et nos enfants en fait, puissent avoir une trajectoire de vie qui soit positive pour leur avenir. Ensuite, donc préparer, préserver. Donc préserver, c'est préserver la ville qu'on aime, c'est-à-dire toutes les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc garder une ville à taille humaine. Et enfin, protéger, c'est protéger tous les habitants, c'est-à-dire la protection, c'est pas forcément mettre de la police partout et des caméras de vidéosurveillance. La protection, en fait, quand les gens se sentent en insécurité, ce qui est ressorti de nos enquêtes, c'est que c'est donc les histoires de trottinettes, alors ça sort vraiment énormément. Ensuite, le fait de ne pas avoir de trottoir sécurisé la nuit, le jour, donc de se sentir en insécurité dans les circulations, ça c'est un problème. Le fait qu'il y ait une émergence, enfin une augmentation des problématiques de drogue, les violences intrafamiliales, ça c'est des choses qui sont ressorties. Et voilà, donc nous, dans protéger, en fait, on appelle ça protéger pour prévenir ce genre de problématiques. Et tout ce qui concerne la protection, c'est-à-dire je me sens protégée si j'ai un salaire, si j'ai un logement, etc. Et si je mange à ma faim et si j'ai une alimentation saine. Donc voilà, la protection, c'est vraiment au sens large du terme. Donc, plus en détail, préparer l'avenir, il faut qu'on parle là-dedans d'emploi, forcément, parce que pour préparer l'avenir, il faut proposer des trajectoires de vie, je le disais tout à l'heure. Donc, une trajectoire de vie pour un jeune, ça va être, par exemple, de pouvoir vivre dans sa ville, se former, puis travailler. Donc, ça veut dire qu'il faut que la commune elle ait une proposition sur le long terme pour proposer un emploi qui soit attractif non seulement aujourd'hui, mais dans les années à venir. Donc ça ne s'invente pas, il suffit d'aller sur Internet et de regarder sur les recherches du gouvernement. Les emplois en tension, on les connaît déjà pour les années à venir. C'est tout ce qui est autour de l'agriculture et de l'agro-industrie, tout ce qui est service à la personne, parce que déjà on a, dans le sud de la France en particulier, on a une population qui est quand même assez âgée,
et qui en plus vieillit. Donc aujourd'hui, si on est à 30% de personnes de plus de 65 ans, dans 10-20 ans, ça sera 40%. Donc évidemment, préparer la ville, ça veut dire la préparer aux réalités futures, donc au vieillissement de la population dans les années à venir. Donc quand on parle de sécuriser les trottoirs, c'est pas juste pour quelques personnes, c'est pour nous tous, nous deux y compris, dans les années à venir, on fera partie des personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'être sécurisées dans leurs déplacements et dans leur vie quotidienne. Donc préparer donc tout ce qui est service à la personne, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier en tension? Donc j'ai parlé de l'agriculture, des services à la personne, de la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique. Il y a aussi tout ce qui concerne les médias, l'Internet, etc. Voilà, donc ça c'est des thèmes sur lesquels il faut orienter la commune pour être sûr de disposer d'emplois futurs. Et parallèlement, pour que ça serve aux Lunélois et plus aux Lunélois qu'à faire venir d'autres gens et garder notre chômage local, il faut qu'on mette en place des formations qui correspondent à ces emplois d'avenir. Voilà. Donc notre idée, c'est de mettre en place tout ce qui concerne les formations sur ces sujets, puis de faire venir les entreprises dans ces thématiques-là pour que, quand elles arrivent, elles disposent sur place des personnes nécessaires pour faire leur travail, quoi. Voilà. Donc ça, c'est préparer la ville. Ensuite, préserver. La question de la préservation, donc préserver notre cadre de vie, garder notre ville à taille humaine, ça veut dire que lorsqu'on va faire venir toutes ces entreprises, par exemple, la question, c'est pas de faire plein de zones d'activité économique et de bétonner partout à tout va, en faisant venir des gens dont on sait très bien que ce qui se passe finalement, c'est que ça tue le centre-ville, les zones d'activité économique. À chaque fois, depuis les années 80, on voit bien ce qui se passe. On fait venir des entreprises, elles sont en concurrence avec les autres zones d'activité économique et avec le centre-ville. Et donc on voit des centres-villes totalement désertés à cause de ça. Donc préserver la ville, ça veut dire qu'on densifie, on crée du logement, on répond aux besoins d'emploi, de logement, etc., mais sur la même ville. C'est-à-dire, par exemple, une zone d'activité économique, il y a des études sur ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Si on la densifie correctement, sur la mixité des usages, sur les circulations, les parkings, etc., on peut arriver à récupérer 30 à 50% d'activités supplémentaires sur une même zone d'activité économique. Donc si on fait ça sur toutes les zones de la ville, est-ce qu'il est nécessaire d'en construire d'autres ? Donc ça, c'est une étude à réaliser, par exemple, qui n'a pas été réalisée à ce que j'en sais, mais bon, peut-être, c'est un mystère. Donc voilà, donc ça veut dire préserver, ça veut dire qu'on reconstruit la ville sur les zones qui sont densifiables. Évidemment, on ne va pas le faire en centre-ville, on ne peut pas monter de 2 étages sur le centre-ville. On peut le faire par contre sur une zone d'activité économique, on le voit partout. En France, on met des commerces au rez-de-chaussée et au-dessus, on peut mettre des immeubles et donc créer du logement assez facilement. Voilà, c'est ça la mixité dans les zones d'activité. Ensuite, dans la préservation, il y a aussi la prise en compte, c'est des sujets quand même qui se mêlent. Donc, dans la préservation, il y a aussi la prise en compte de notre bien-être au quotidien. Et en particulier, l'été, il fait chaud et de plus en plus chaud. On sait qu'on a des périodes de sécheresse, on sait qu'on a des périodes d'inondation. Et donc préserver notre ville, ça veut dire aussi l'adapter en plantant le plus possible d'arbres. Alors beaucoup parlent de végétalisation, c'est pas planter des fleurs pour faire joli, la question, en plus les fleurs ça utilise de l'eau. C'est vraiment planter des arbres pour avoir de l'ombre et donc pour faire baisser les températures en ville. Et c'est aussi ne pas avoir des revêtements qui soient imperméables, comme on l'a vu sur tout le centre-ville, on a des revêtements qui sont imperméables et ça crée ce qu'on appelle une ville entonnoir, c'est-à-dire l'eau ruisselle, elle va dans les égouts, elle part dans le canal et ensuite directement à la mer. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer la ville éponge, c'est-à-dire désimperméabiliser les sols pour que l'eau traverse
elle est nettoyée par la terre et elle arrive dans les nappes phréatiques. Et donc là, miracle, on se retrouve avec plus d'eau dans les nappes phréatiques et en plus, elle est de meilleure qualité. Donc, préserver, c'est aussi préserver notre alimentation en eau, parce qu'on sait déjà qu'on a des pollutions au niveau de l'eau du robinet, et on sait qu'on a ces périodes de sécheresse, donc il faut faire en sorte d'empirer le problème et de préserver cette ressource. Voilà, et donc on en arrive au troisième volet, qui est le volet protection. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est que les réalités des problématiques de sécurité, c'est-à-dire de sécurité, les violences qui peuvent être enregistrées au niveau de la gendarmerie, c'est surtout des violences intrafamiliales et des problématiques d'addiction. Et sur ces problèmes-là, ce qui fonctionne, c'est un travail vraiment de proximité, c'est-à-dire développer des médiateurs de quartier, des médiateurs qui vont faire de la prévention sociale. Et aussi travailler en lien étroit avec la police et tous les différents services d'éducation, etc. Donc il faut constituer un comité qui réunisse tous ces acteurs-là. Donc voilà, donc le sujet, c'est vraiment la prévention sur les questions des protections. Donc tout ce qui concerne l'aménagement urbain, puisque je parlais des trottinettes et de la nécessité d'adapter la ville à demain et au vieillissement de la population. Donc il faut non seulement mettre en place des trottoirs qui soient vraiment distincts des pistes cyclables pour que chacun soit protégé dans son rayon et que les gens puissent davantage moins utiliser leur voiture. Il faut aussi diminuer l'envie d'utiliser la voiture par des transports publics qui soient efficaces, et notamment les gens prennent leur voiture surtout pour aller travailler, pour aller déposer leurs enfants à l'école, pour aller travailler, etc. Donc ce qu'il faut, c'est étudier précisément les déplacements pour mettre en place un réseau de transport donc là, il faut travailler avec les autres agglos, avec l'agglo de Nîmes, avec l'agglo de Montpellier notamment, mais aussi avec le Nord-Hérault, pour mettre en place des transports qui aillent directement vers les zones d'activité, comme par exemple Latte, etc. Et que les gens puissent très facilement, plus facilement qu'en voiture, se déplacer par exemple avec des bus vers leur zone de travail, vers leur zone d'activité. C'est aussi une facilitation pour les jeunes, parce que le constat, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui doivent renoncer soit à des études, soit à des stages, soit à des alternances, parce qu'ils ne disposent pas des transports suffisants pour aller vers les lieux d'emploi. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Donc si on veut protéger notre jeunesse, il faut aussi lui proposer les moyens d'avoir un parcours de vie qui soit efficace. Et voilà, donc ça fait partie des sujets. Et en plus, la protection, le fait de diminuer les transports de véhicules dans la ville, ça améliore la qualité de l'air, pardon. Et donc, ça améliore la santé publique. Voilà. Donc, dans notre programme, on a 2 axes particuliers qui sont la réalisation de parcs à moins de 300 mètres de chaque habitant. Alors, pourquoi moins de 300 mètres de chaque habitant et qu'est-ce que c'est un parc ? C'est pas forcément les Petits Pins ou le parc du centre-ville, Jean Hugo, pardon. C'est au moins avoir quelques arbres, un banc, un toboggan, enfin un lieu pour que les enfants, les jeunes puissent sortir, pour qu'il y ait du lien social, etc. C'est ça, un parc. C'est pas forcément un truc gigantesque. Et pourquoi à moins de 300 mètres ? C'est parce que c'est tout simplement les préconisations de l'OMS, qui est l'Organisme mondial de la santé. Et donc, pourquoi ? Parce que quand on a un parc pas très loin de chez soi, on y va, et donc on sort, et donc on est moins enfermé, et donc on développe moins de maladies qui sont liées au manque de mobilité. Donc ça, et sur les mobilités voitures, l'objectif, c'est de diminuer de 30% en 5 ans les mobilités, le nombre de voitures sur les grands axes. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis longtemps et qui n'est pas fait. Donc voilà, et par le développement des alternatives, on peut y arriver. Et tout ça, c'est une politique environnementale et c'est une politique de santé publique. On va passer un petit peu aux questions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, je pense.
Le centre-ville et son attractivité immédiate, centre-ville ou la ville, peu importe. Quels sont vos projets prioritaires pour transformer le centre-ville et renforcer l'attractivité de Lunel dès le début? Je suis contente que vous disiez et sa proximité parce que on parle beaucoup du centre-ville et du dynamisme du centre-ville. C'est vrai que c'est un sujet, mais on a tendance à oublier que dans les autres quartiers aussi, il y a des commerçants et on voit beaucoup de commerces qui ferment ou qui sont en souffrance. Donc il faut vraiment prendre en compte la globalité du commerce, je pense, à Lunel. Et dynamiser le centre-ville, dynamiser les alentours pour que les commerces soient actifs et puissent vivre correctement de leur activité. Ça passe déjà par le fait que les gens aient de l'argent. Si on est dans une ville où un quart de la population, un cinquième en général, mais un quart de la population dans certains quartiers est en dessous du seuil de pauvreté, évidemment, ils ne vont pas aller dépenser leur argent dans les commerces. Évidemment, ils vont aller faire leurs courses dans le supermarché le moins cher de la ville, c'est logique. Donc si on veut que les gens réutilisent les commerces de proximité, les commerces locaux, déjà, il faut qu'ils aient suffisamment d'argent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils vivent dans la ville. C'est-à-dire que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a un logement qui se développe autour de promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que la ville vend des terrains à des promoteurs immobiliers qui vont faire des lotissements fermés. On a beaucoup de lotissements fermés qui se créent. Alors je suppose que les gens se sentent plus sécurisés à venir à Lunel parce qu'il y a un imaginaire autour de la ville qui est totalement dénué de fondement à mon sens, puisqu'on est quand même très tranquille à Lunel. Et donc ils créent ces lotissements fermés et ça, en fait, ça participe à la chute des commerces parce que les gens vivent dans leur lotissement fermé, vont travailler à Montpellier, donc ils sortent avec leur voiture, ils participent à l'alimentation des véhicules en ville et des voitures en ville, et tout ça pour finalement faire leurs courses à proximité de leur lieu de travail, sans doute, ou sur le chemin du retour. Donc en fait, l'idée, c'est à la fois de créer de la richesse en créant de l'emploi qui servent vraiment les Lunélois, et à la fois créer du lien social en travaillant sur l'aménagement urbain, les parcs, la diminution des voies qui sont trop importantes avec des espaces de vie conviviaux et surtout travailler de près avec les commerçants pour qu'il y ait une vraie communication entre la ville, les commerces, les associations et les gens pour créer cette dynamique. Par exemple, dans le secteur associatif, il y a beaucoup de choses qui se font, on n'est même pas au courant. Il faut adhérer à la page Facebook de telle association pour savoir quelle activité elle propose, alors qu'on pourrait tout à fait utiliser les médias de la collectivité pour valoriser tout ça. Voilà. Comment ça se traduirait dans les prochains mois? Une fois l'élection en fait, vous êtes décisionnaire. Les premières actions? Ouais. C'est difficile de parler de premières actions parce que vous voyez bien que c'est un panel de choses qui est nécessaire, mais et qu'on manque, en fait, il manque la substance de base. Donc, par exemple, une des premières actions, ça serait de demander à la police municipale de faire un comptage réel des véhicules qui passent sur les grands axes, puisqu'on dispose de tout ce qu'il faut pour faire ce comptage, mais il n'est pas fait. Donc, il faudrait avoir un comptage réel de à quel moment il y a plus de véhicules, à quel moment il y en a moins, et donc pouvoir travailler précisément sur les alternatives. Je pense que l'accompagnement des enfants à l'école et donc travailler avec les parents pour choisir les bonnes méthodes, la rencontre avec les commerçants, avec les associations, etc., pour vraiment déterminer leurs besoins et proposer quelque chose qui soit efficace, c'est la priorité. C'est vraiment rencontrer les gens, les entendre et mettre en œuvre ce qu'il faut pour répondre à leurs besoins. Par exemple, on ne peut pas juste aller voir l'association de foot, vous avez besoin d'un terrain de foot, ok, on fait un terrain de foot. Et l'autre association de foot, elle a besoin d'un terrain de foot aussi, on en fait un autre, et on se retrouve avec que des terrains de foot sur toute la ville, c'est pas possible. Donc, ou un terrain de tennis, c'est pas le foot que je cible en particulier, mais donc du coup, il faut quand même mutualiser toutes ces attentes pour essayer de voir comment on peut faire pour répondre à tout le monde de façon efficace. Voilà. Et mettre de la justice dans l'ensemble des échanges avec les habitants, les commerçants et les associations, et de l'équité. Donc au début, ça va être surtout du dialogue. Oui. C'est ça. Nécessairement, puisque c'est ce qui manque.
Le bien-être des habitants. Le bien-être. Vous en avez déjà parlé un Oui, petit j'en ai peu. beaucoup parlé. Quelles sont les mesures prioritaires pour améliorer ça concrètement? Pour améliorer, c'est toujours pareil, hein, les gens, ils sont bien quand ils n'ont pas peur des lendemains. Donc pour être bien, il faut vraiment travailler urgemment sur la question de l'emploi, mais bon, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est disposer des finances pour vivre, quoi, je pense, pour l'UNEL. Ensuite, le bien-être, il passe aussi par le fait d'avoir des lieux de vie et des espaces d'expression. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est de mettre en place des maisons de quartier. Il faudrait qu'il y en ait une à minima à moins d'1 kilomètre de chaque habitant, donc au moins 3 dans la ville dans un premier temps. Des maisons de quartier qui seraient le lieu avec des médiateurs, avec des espaces de vie pour les jeunes où ils puissent répéter, créer, proposer, ou un espace de démocratie locale où on puisse aussi aider les gens dans leur démarche, etc. Donc ça, c'est déjà, je pense, un point qui est nécessaire. Ensuite, le fait d'améliorer, donc ça améliorerait directement l'accès aux services, déjà. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive rapidement à montrer aux gens que l'accès aux services administratifs est facilité et leur circulation. Voilà. Donc, leurs espaces de vie collectifs, donc les parcs, etc. Donc travailler sur ces questions-là de lien social, de parcs, d'accès aux services publics et de valorisation du territoire et de l'activité des associations et de tous. Ça vous le prévoyez à quelle échéance? C'est immédiat, c'est la nécessité absolue, c'est d'améliorer la vie des gens, donc il faut commencer par là. Oui, la création de maisons de quartier. Il faut déterminer, il faut déjà trouver les maisons qui sont achetables ou qui sont déjà dans le patrimoine de la collectivité. Et ça, c'est un travail qui se fait avec les habitants également. Donc, de toute façon, il faut qu'on commence par la discussion avec les habitants. Mais la mise en place de médiateurs sociaux, etc., ça peut se faire très rapidement. On a récemment, là, on avait l'APS 34, par exemple, qui intervenait sur la ville, mais aussi à Marcillargues, à Lunel-Viel. Ils étaient 7 encore il y a 2 ans, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Donc, comment on fait pour faire de la prévention aux addictions, aux violences intrafamiliales, par exemple, quand on est 2 pour tout ce territoire? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Donc si moi je comprends bien, là, ces mesures-là, vous allez les voir d'ici 1 an, un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Votre vision sur 2050, vous en avez évoqué tout à l'heure un petit peu avec ce que vous laisseriez à nos enfants ou notre vieillesse. Comment vous voyez ça? L'objectif, c'est qu'en 2050, on est à Lunel, une ville qui est adaptée à 2050 et pas une ville qui est encore à retardement. Donc en 2050, on va avoir certaines problématiques qu'on connaît déjà. Donc par exemple, on sait que là, il y a une inquiétude sur le timing, je vois. Non. On sait que le niveau de la mer augmente. On a des plans qui montrent 2050, 2100, etc. Donc ça, c'est une réalité. On sait qu'on a une baisse de la qualité de l'eau et surtout des quantités d'eau potable accessibles. Donc pourquoi le niveau de l'eau monte? Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver à la plage à Lunel, hein, c'est pas ça la question. Ça veut dire que l'eau, elle monte par ce qu'on appelle le biseau, c'est le biseau d'eau salée en fait qui remonte par en dessous. Donc plus les nappes phréatiques s'assèchent, plus et quand le niveau d'eau monte, donc le niveau d'eau salée remonte par en dessous. Donc on se retrouve avec des nappes phréatiques qui se salinisent et des sols qui se salinisent. Donc ça veut dire que les terres agricoles, elles deviennent salées. Donc inexploitable. Donc inexploitable. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à Lunel, on est assez préservé encore par ça, mais par contre, toute la partie arlésienne, toute la partie bitéroise, ils sont déjà dans ces problématiques-là. Même si vous en parlez maintenant à certains agriculteurs, vers Moggio, etc., on va vous dire que le problème existe déjà. Même si vous en parlez à certains manadiers, on va vous dire qu'il y a certaines zones, ça se salinise trop vite, et voilà. Donc en fait, ce problème-là va arriver. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver
Et le Lunélois reste assez préservé. Donc, on a une responsabilité qui va au-delà de la problématique lunéloise. Et donc, il faut impérativement préserver les terres agricoles sur notre secteur parce que ça ne sert pas que nous. Ça sert bien au-delà de nos petits problèmes de Lunélois. Et donc, préserver les terres agricoles, c'est tout de suite racheter des terres agricoles, installer des agriculteurs et donc leur proposer un revenu digne, parce que tout le monde aime bien dire qu'il protège les agriculteurs, cliquer sur Facebook, partage si tu aimes les agriculteurs, etc. Mais dans les réalités, les agriculteurs sont en souffrance et ça ne va pas s'améliorer. Donc la responsabilité de la commune, c'est d'installer des agriculteurs et de faire en sorte que ça fonctionne, de faire en sorte qu'on ait une alimentation locale de qualité. Et ça, encore une fois, c'est un sujet de salubrité publique, de santé publique. C'est-à-dire que quand on mange bien, on est en meilleure santé que quand on mange mal. Alors j'ai une question qui me turlupine là-dessus. Si vous installez des agriculteurs sur les terrains qui vont devenir légèrement salinisés... Pas à Lunel, justement. Ah. C'est-à-dire que nous, on dispose de terres agricoles qui sont de très bonne qualité, et notamment sur la partie où est prévue la déviation qui ne se fera probablement jamais, et qui est le Faunet, pour ne pas dire qu'on n'a rien fait sur les autres alternatives à la voiture. Donc tout le sud de Lunel et Lunel-Viel, entre Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just, tout ça, toute cette partie, c'est des terres agricoles de très bonne qualité. Et qui ne risquent pas d'être noyées par l'eau de mer un jour ou l'autre? Et ben, pour l'instant, non. Elles ne sont pas dans les zones qui sont inondées. Et comment parce que bon, il y a la montée des eaux, donc fatalement aussi cette salinisation. Vous voulez parler de moustiques? Comment? Vous voulez parler de moustiques? Non, pas des moustiques. Mais cette problématique-là, on va la retrouver aussi sur les terres agricoles à terme. Mais c'est ce que je disais, c'est que ça monte plus des deux côtés que ça ne monte chez nous. Donc ici, on est plus préservé et donc on a vraiment la nécessité de davantage préserver les terres agricoles autour du Lunélois qu'ailleurs. Et on a encore le nord de l'Hérault quand même. Hein, oui. Puisque ça monte. Je me suis toujours dit, Lunel, on est à 40 mètres, 50 mètres. Bon, il y a le temps. Ah oui, mais le problème, c'est pas... c'est le sous-sol. Voilà, le problème, c'est le sous-sol. C'est pas d'avoir la plage à côté de nos maisons. Si vous deviez décrire Lunel en 2050, quelle carte postale aurions-nous? Regardez, là, c'est les années 60, 50, 70... 80 peut-être. Donc la carte postale, c'est qu'on risque d'avoir, justement, avec cette montée des eaux, on risque d'avoir pas mal de moustiques, c'était pas une plaisanterie. Mais nous, notre objectif, c'est de proposer une trajectoire qui soit enviable, qui donne envie d'y aller, quoi. Donc nous, on applique notre projet, on a donc une alimentation de qualité, de proximité, on a... la possibilité de se projeter quand on est enfant, quand on est jeune, vers une formation qui débouche vers un réel emploi local. Et surtout, on a une ville dans laquelle les gens se parlent, une ville joyeuse, une ville dynamique et une ville où on a envie de rester et de vivre. Une ville en vie. Ouais. Si admettons que votre mandat se fasse, je vous le souhaite, quelle trace aimeriez-vous laisser? La trace, ça serait que quand on travaille tous ensemble entre habitants, on arrive à faire quelque chose de bien. Beaucoup mieux que quand des égos ont très très envie d'être au pouvoir. Vous parliez tout à l'heure du chômage. Comment on va faire venir les entreprises là? C'est une question. Hein. Alors, c'est pas comment on va faire venir les entreprises. En réalité, c'est quel genre d'entreprise on a envie de faire venir déjà. Et donc, c'est ce que je disais, c'est des entreprises et des organismes de formation
qui travaillent sur les sujets qui seront en tension dans les années à venir et qui sont déjà en tension, hein, parce que tout à l'heure on parlait du vieillissement de la population. Aujourd'hui, on a déjà un déficit d'aide à la personne, par exemple. Donc, comment on fait pour faire en sorte que les métiers de l'aide à la personne soient valorisés? Eh ben, par exemple, nous, dans notre programme, il y a créé une régie de l'aide à la personne. Ça veut dire un service public de l'aide à la personne pour que les gens aillent plus facilement vers ces métiers-là, qu'on arrive à régler donc, le problème des personnes qui ont besoin de ces aides et qui ne les trouvent pas actuellement. Et surtout anticiper l'augmentation du besoin dans ce domaine-là. Donc en gros, l'idée c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire venir et comment je fais pour le faire venir. C'est simple, c'est que par exemple, je parlais de l'agriculture. Si je crée des terres agricoles, si j'achète des terres agricoles, mais il n'y a même pas besoin d'en acheter, il y en a déjà qui appartiennent à la collectivité. Si j'installe des agriculteurs sur les terres agricoles et que donc il y a une production agricole qui existe, et ben c'est plus facile de faire venir une entreprise qui va venir faire de la transformation agricole et donc alimenter les cantines ou les restaurants en produits transformés, agricoles transformés. Je veux dire par là, on ne prend pas les patates pour les mettre directement dans une assiette, donc il faut les éplucher, les découper par exemple. C'est ça la transformation agricole. D'accord. Donc, en gros, la politique de la ville, elle peut être proactive pour faire en sorte qu'il y ait les bases pour que les entreprises puissent venir développer ce dont la stratégie de territoire qu'on a envie de mettre en place, qui correspond à l'avenir. Dernière question, les effets de votre programme, ils vont se voir tout de suite ou c'est dans... quelle échéance? Moi, je pense que d'ici 1 an, on peut voir les effets du programme parce que donc il y a tout un pan sur lequel dont on n'a pas parlé, mais par exemple, tout ce qui est fiscalité, on peut travailler sur une fiscalité progressive qui soit plus juste et qui donc permette directement aux gens d'avoir une amélioration de leurs conditions de vie. On veut aussi travailler sur le logement grâce à la fiscalisation, en particulier sur les logements vacants, et donc mettre à disposition rapidement des logements et faire baisser de fait les loyers. Parce qu'en fait, ce qui fait que les loyers augmentent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de location. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement. C'est vraiment c'est de la décision politique, par exemple. Ensuite, il y a des choses qui sont plus longues, comme par exemple mettre en place des panneaux photovoltaïques pour un ensemble de bâtiments. Ça prend du temps, il faut mettre en place les coopératives, etc. Donc ça agit encore sur les dépenses des personnes, mais c'est plus long. Bon, on arrive malheureusement déjà à la fin. Je pense que le programme est encore loin d'être... Ah oui, j'ai pas tout dit. Voilà, c'est dense. Voilà. Rendez-vous sur notre site internet. Voilà, rendez-vous sur le site internet. Et puis, moi, je vous propose, vous avez, pendant la vidéo, il y a un QR code qui s'affiche, sur lequel les internautes peuvent poser des questions aux candidats, et puis y compris à vous, hein, bien sûr, et qu'on traitera dans une prochaine émission de Parole en démocratie. Merci beaucoup, Lise Torres. Et puis, à très vite sur la chaîne de TV Lunel, les Paroles de démocratie. À bientôt.